En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, en plein cœur d'Angoulême. On va continuer notre balade que nous avions entamée avec Florent Gaillard à l'Hôtel de Ville. Et c'est à partir de cette histoire de l'Hôtel de Ville, il nous a conté une autre histoire, celle des Taillefer et de leur château fort en plein milieu de la ville. Et c'est à partir de là que nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui et notre histoire d'aujourd'hui avec notre historien, le père Laurent Morin, qui est à mes côtés. Et nous allons rentrer dans ce qui est le palais Taillefer, mais il va nous dire comment va se dérouler cette émission qui va être en 3 temps. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Michel, bonjour à chacun. Voilà cette émission en 3 temps. Un premier temps sur l'histoire médiévale de ces lieux, avec, comme vous le disiez, le palais Taillefer, donc au XIIe et XIIIe siècle essentiellement. Et puis ensuite, on verra comment au XIXe siècle, la congrégation Notre-Dame-des-Anges y a installé un pensionnat pour jeunes filles, à la suite de la fondation par l'abbé Michon au début donc du 19e, et puis ensuite avec Madame Antoine, actuelle directrice, nous verrons donc l'école d'aujourd'hui du 21e siècle. Ben c'est avec plaisir que, en tout cas, on accueille Madame Antoine, qui nous reçoit. C'est elle qui nous accueille en même temps, mais on en est ravis. Nous tournons le dos à l'église Saint-André pour que ceux et celles qui nous écoutent situent où nous sommes dans la rue Taillefer. Et nous allons maintenant rentrer dans ces locaux qui sont l'école Saint-Paul et maternelle et primaire. Tout à fait. Alors avant, on peut signaler évidemment que cette église Saint-André a encore, dans la première travée, sa partie romane du XIIe siècle. Et c'est très important de faire le lien avec cette partie romane du XIIe siècle, car elle est contemporaine de ce que l'on appelle donc le palais Taillefer, qui a été construit vraisemblablement au XIIe siècle ici même. Alors rappelons que les Taillefer, c'était la dynastie des comtes d'Angoulême. C'était eux qui régnaient non seulement, on va dire, sur Angoulême, mais aussi sur tout l'Angoumois, grosso modo le département de la Charente actuellement. Donc ils avaient un pouvoir important, fort, en lien bien sûr avec les grandes dynasties de l'époque dans tout le royaume de France. Et l'une d'entre elles, une des filles du comte Taillefer, Isabelle, va avoir un destin singulier puisqu'elle va devenir reine d'Angleterre en épousant Jean Santerre, un peu malgré elle, d'après l'histoire, au tout début du XIIIe siècle. Et elle a vécu ici, derrière ces murs. Une plaque d'ailleurs, la seule plaque dans tout Angoulême, le rappelle, on la verra tout à l'heure en passant. Alors, on peut dire que c'est elle qui a initié l'actuel hôtel de ville. Enfin, il a été remanié, bien sûr, comme tout le monde le sait, au XIXe siècle, mais les 2 grandes tours qui restent, c'est le château d'Angoulême, finalement. C'est ça. Alors, au deuxième moitié du XIIIe siècle, on va progressivement abandonner, à l'initiative, je pense, d'Isabelle Taillefer elle-même, ce palais comtal pour construire un nouveau château qui va devenir l'hôtel de ville, et qui va faire face à un autre nouveau château qui aujourd'hui a totalement disparu, qui était le Châtelet, et qui était l'emprise du pouvoir royal voulu par Louis IX, par Saint-Louis, face justement à ce nouveau pouvoir comtal qui s'installait au milieu du XIIIe siècle dans la nouvelle partie de la ville et qui abandonnait le palais Taillefer. Néanmoins, au XIIIe siècle, on construit encore, et ce mur-là est très intéressant, on construit encore un mur dans le style du XIIIe siècle avec cette fenêtre ogive qui est très belle, qui est un des rares témoignages du XIIIe siècle ici dans le centre d'Angoulême, au premier étage, et une plus petite fenêtre, également XIIIe siècle, du second étage. Donc là, on a affaire à des éléments historiques et archéologiques de grand intérêt. Et on a la même chose sensiblement de l'autre côté sur le mur qui fait face à l'actuel palais de justice. Palais de justice qui était avant le couvent des Dominicains, lui-même construit à l'emplacement du jardin du palais Taillefer. Tout cela, le palais de justice actuel, la place du Mûrier actuelle, c'était les dépendances du palais Taillefer, c'était le parc du palais des comtes d'Angoulême, construit donc au XIIIe siècle pour les dominicains et pour en faire une partie, donc une place publique. Merci. On n'est pas dans l'émission avec Stéphane Bern où on nous fait de la 3D et des reconstitutions. C'est dommage, mais c'est plus artisanal que vous dites, mais ça nous permet de nous imaginer que ce hyper-cœur d'Angoulême, avant l'hôtel de ville actuel, comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il vivait au XIIe et XIIIe siècle ?
Tout à fait. Et on a, alors on va peut-être s'y rendre maintenant avec Madame Antoine, justement, on a ici non seulement ces murs-là où on voit plutôt des éléments d'une construction pour habiter d'une façon assez plaisante, mais on a des vestiges peut-être de ce qui était l'ossature première de ce palais Taillefer, c'est-à-dire le donjon, la grosse tour centrale, signe du pouvoir des Taillefer, qui est encore présent ici, donc dans cette école primaire Saint-Paul de la rue Taillefer. Alors, on rentre maintenant, on a rentré par le porche dans les bâtiments, on a passé la première cour, un petit couloir, et nous nous trouvons sous une sorte de véranda qui nous permet d'arriver dans la cour de la maternelle, des maternelles. On aperçoit d'ailleurs au loin le clocher de la cathédrale, de très beaux bâtiments qui entourent cette petite cour. Et puis, nous allons nous retourner pour imaginer, c'est pas toujours si simple, en tout cas les bases de ce donjon dont vous parliez. Voilà, je pense que, on va dire à peu près la première moitié de cette partie, on voit bien qui est plus élevée dans ce bâtiment et qui est voûtée dans sa partie inférieure avec une voûte donc que l'on peut dater du XIIe ou XIIIe siècle aujourd'hui, était donc le donjon, la partie centrale de ce palais Taillefer. Ensuite, la partie d'habitation était surélevée. On peut imaginer donc peut-être, alors là, on peut bien sûr faire des conjonctures, peut-être un pont-levis ou une passerelle qui permettait de rentrer donc directement dans cette grande entrée, dans la aula, dans la salle, dans la vaste salle qui était la salle où vraisemblablement on devait rendre la justice pour Angoulême et tout l'Angoumois au Moyen-Âge. Et on a encore donc sur les côtés ce gros appareillage caractéristique du XIIe siècle que l'on a donc en élévation, là encore, sur la moitié du bâtiment, vous voyez, et la structure donc de cet ancien, de ce qui pouvait être assimilé à un donjon, ou du moins une pièce maîtresse, centrale, rectangulaire, dans ce palais Taillefer. Ensuite, on voit, partant de cet espace donc plus élevé que les autres bâtiments, une courtine qui donnait sur un autre bâtiment qui lui-même rejoint la rue Taillefer où on était tout à l'heure. Alors, il faut nous expliquer ce que c'est qu'une courtine pour ceux qui ne savent pas. Alors, c'est un passage. Voilà, c'est un passage surélevé, crénelé, à la fois pour passer d'un bâtiment à un autre et pour surveiller aussi les alentours, fonction pratique et défensive. Vous parliez peut-être de pont-levis ou de passerelle, et cette partie voûtée, c'était des douves sèches, et c'était une façon de se protéger. Ces caves, c'était quoi, des réserves peut-être, on ne sait pas? Oui, bien sûr, réserves pour que le palais puisse vivre dans toutes les situations, même en cas de difficulté. Encore une fois, donc la salle principale où on pouvait accueillir les autres seigneurs, c'était ce qui est aujourd'hui un demi-premier étage, puisque le rez-de-chaussée est à moitié enterré, et puis ensuite, donc, n'existant plus, puisque remanié au XIXe siècle, les étages d'habitation seigneuriaux. Alors, on imagine cette première salle comme une salle à la fois où on range la justice et une salle de réception. Vraisemblablement, comme dans tous les bâtiments seigneuriaux ou même pour les dynasties comtales, comme ici les Taillefer, au XIIe, XIIIe siècle, partout en France. Alors, est-ce qu'on pourrait donner quelques mesures, même si vous ne les avez pas en tête, mais pour qu'on puisse s'imaginer, parce que là, on dit qu'on est devant les bases du donjon avec les pierres du XIIe, XIIIe siècle, ça pourrait être quoi en très gros? On ne vous en voudra pas. Je dirais, en largeur, on peut avoir à peu près 6 mètres de large sur à peu près le double en longueur. Voilà. Et la hauteur, encore une fois, nous n'avons pas les dimensions d'origine, puisque on n'a que 2 étages sauvegardés de cette époque-là. Les 2 autres étages qui devaient exister, voire peut-être plus, on peut imaginer un ensemble de 30 mètres de haut, n'existe plus. Bien. Et puis, vous le disiez en présentant l'émission, le Châtelet, pour le resituer lui, c'est aujourd'hui les Halles, le marché couvert. Bien sûr. Il a été démoli, lui, en 1885 pour en faire donc le marché couvert actuel. On peut regretter qu'on ait perdu quand même un gros monument caractéristique du XIIIe siècle et du pouvoir royal, celui-là. De quoi, une sorte de Bastille? Oui. Exactement, oui, la comparaison me semble assez juste. C'était une fortification pour surveiller tout l'accès nord d'Angoulême et de l'Angoumois.
Donc les Taillefer surveillaient l'ensemble du département, pour parler comme aujourd'hui, et le roi surveillait ceux qui surveillaient le département. Exactement, parce que justement, Isabelle Taillefer, qui a vécu son enfance ici, comme bien des générations depuis, puisque c'est une école, eh bien Isabelle Taillefer a fait la guerre à Louis IX avec son second mari, qui n'était plus Jean Santerre, mais Hugues de Lusignan. Et lors de cette guerre, eh bien il a fallu qu'elle se mette à genoux devant Louis IX pour rendre la suzeraineté de son comté au roi de France, qui en a profité pour prendre possession d'Angoulême, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Les comtés étaient indépendants, étaient autonomes. Mais vu ce qui s'était passé avec son premier mari, le roi d'Angleterre, et l'affiliation du comté d'Angoulême au pouvoir royal des Plantagenets, donc de Londres, d'Angleterre, il fallait rectifier le tir et il fallait donc que le pouvoir royal français, cette fois-ci, s'impose et non plus le pouvoir royal anglais, comme ça a été le cas à cause d'Isabelle au début du XIIIe siècle. Alors on a bien compris, cette femme, ça n'a pas dû être si évident d'aller se mettre comme suzeraine du roi de France. Et on comprend également... Elle était reine. Même si son premier mari était décédé, Jean Santerre, elle était quand même la reine Isabelle. Et on imagine bien qu'elle ait eu envie de vivre en dehors, même si on le visite aujourd'hui, même d'extérieur, de ce palais Taillefer qui devait être un peu plus rustique que ce qu'elle avait envie de faire construire. Et oui, voilà, exactement. Elle avait vécu son enfance, c'était, on dirait aujourd'hui, une enfance provinciale. Elle a obtenu le rang de reine, il fallait qu'elle fasse construire un nouveau château digne de son rang, donc ce qui est devenu bien plus tard l'hôtel de ville. Puis elle avait vécu sans doute d'autres aventures en Angleterre, à une cour royale, que bien sûr dans un comté de province. Et oui, et oui. Alors, comment on fait la transition maintenant avec... est-ce qu'il y a d'autres choses à voir qu'il serait intéressant d'évoquer ? Il y aurait bien des émissions encore à faire, ce que je disais tout à l'heure. D'ici, on voit bien des éléments, bien des bâtiments d'Angoulême du XVIIe, XVIIIe siècle, ou voire même encore antérieur. Comme ici, ce mur à Pignon, qui est du XVIIe siècle et qui est l'ancien mur ou peut-être même antérieur, qui est l'ancien mur des Tiercelettes d'Angoulême, qui était un tiers-ordre franciscain, où vivaient donc des femmes, selon la spiritualité de François d'Assise, au service des plus pauvres, ici dans le cœur de cette ville, et au-dessous avec d'immenses caves voûtées, là encore, et puis quantité d'autres constructions. Alors, petites explications, mur à pignon. Un mur qui portait finalement les toitures. Voilà. Un grand mur. Un grand mur très haut et un tiers-ordre, donc. Un ordre religieux, mais en plein monde. C'est-à-dire sans les vœux de clôture, simplement avec des vœux spirituels pour vivre comme les gens autour d'eux, mais avec des œuvres sociales, on dirait aujourd'hui, fortes. Alors, on va dire qu'à 100 mètres à peu près l'un de l'autre, on avait des dominicains, tiers-ordre. Vous pouvez nous dire aussi cette effervescence du monde religieux sur Angoulême, autour du palais Taillefer ? Oui, parce que non seulement il y avait, comme vous le dites, les dominicains qui se sont installés là au XIIIe siècle, mais à la même époque, de l'autre côté de ce qui est devenu la place du Mûrier, place Louvel, il y avait les franciscains, qui eux étaient un grand établissement, là encore, de moines, un couvent en pleine ville, d'une quarantaine de religieux franciscains, en plus de ces tiers-ordres, et on pourrait multiplier encore les exemples, puisqu'il y avait aussi des bénédictines à l'emplacement actuel du lycée Gaz de Balzac, avec l'abbaye bénédictine d'Angoulême, les sœurs religieuses, des minimes, des capucins, n'en jetez plus. Ah ben ça c'est sûr. Alors, ces ordres, on s'imagine bien qu'ils ne font pas tous la même chose. S'ils sont là, c'est pas pour faire joli. Ils ont des rôles. Quels étaient-ils ? Alors, un rôle de prière d'abord, bien sûr, prier pour les vivants et les morts, et puis un rôle de cohésion sociale. Il y avait non seulement les soins aux plus pauvres, c'était souvent des ordres qui avaient une partie soins pour les plus démunis, les malades, mais également d'enseignement. Et c'est peut-être là où on peut retomber sur nos pieds avec la deuxième partie de cette émission sur, ici, la fondation, bien plus tard, après la Révolution française, cette fois-ci, par les sœurs de Notre-Dame des Anges, d'un pensionnat pour jeunes filles.
Alors, on va y venir, mais par quel truchement on passe du XIIIe siècle à l'abbé Michon et à cette école de filles? Eh bien, peut-être justement par ce fondateur de cette congrégation, qui s'appelle l'abbé Jean-Hippolyte Michon, qui, au début du XIXe siècle, est un féru d'histoire et d'archéologie. Il a publié la première œuvre, on va dire centrale, de notre connaissance de notre patrimoine charentais, qui est la statistique monumentale de la Charente entre 1844 et 1848. Il est donc très sensible à cette question-là. Quelques années auparavant, avant la publication de cette statistique monumentale, il achète les ruines de l'abbaye de Puypérou en 1836, qui était donc en ruine depuis la Révolution. Et dans cette ruine de l'abbaye de Puypérou, dans le sud Charente, il décide d'y installer une école pour jeunes filles. Mais pas n'importe qui. Il veut que ce soit des jeunes filles qui sont nécessiteuses, des familles pauvres de la région. Lui, son école, c'était pour des jeunes filles pauvres, celles qui ne pouvaient pas justement avoir la chance d'avoir de l'instruction. Lui-même était de famille très modeste et il pensait que l'Église avait un rôle considérable à jouer en matière sociale. Et il va créer cette congrégation des Sœurs Notre-Dame-des-Anges pour faire l'école à ces jeunes filles pauvres de Charente. Et quelques années plus tard, il va avoir plus d'une dizaine d'écoles en Charente. Aigres, Moutier, mais aussi à l'extérieur. Périgueux, Bordeaux, tenues par les Sœurs Notre-Dame-des-Anges de Puypérou. Et ici à Angoulême, en 1872, d'abord rue Froide, une première école, et après donc la rue Froide, en 1878, l'installation, ici même, dans cet ancien palais Taillefer, qui n'avait plus que quelques vestiges, comme on les voit aujourd'hui et encore, eh bien, d'installer donc un pensionnat pour ces jeunes filles qui en avaient besoin et pour lesquelles donc les sœurs feraient la classe. Donc il achète ces bâtiments, ils sont sans doute tombés un peu, pas en ruine, mais c'est pour ça que je vous demandais comment est-ce qu'il est arrivé là. Oui, entre les deux, ça a été vendu à la Révolution comme bien national. Il y a eu bien sûr des différents propriétaires, donc il essaie d'acheter tout cela. Ça met du temps, il est là à la fin de sa vie, 1870, voilà, c'est la fin de sa vie. Et alors ce qui est amusant de voir, c'est que lorsque il s'installe, la congrégation plutôt, Notre-Dame-des-Anges, avec la fondatrice, la mère Claire, s'installe ici parmi, encore une fois, bien d'autres écoles en Charente et ailleurs, eh bien, nous sommes en 1878, l'année où est fondée, à quelques centaines de mètres de là, l'école Saint-Paul d'Angoulême par l'évêque Monseigneur Sebaud et le clergé diocésain. Et plus tard, 100 ans plus tard, eh bien, ces deux écoles fusionneront en 1972, juste après la reprise de la congrégation Notre-Dame-des-Anges, qui a encore son logo, on va dire, son blason sur la façade, qui a bien été conservé sur la façade rue Taillefer, au-dessus de la porte d'entrée. Notre-Dame-des-Anges, qui est une congrégation typiquement charentaise. Les sœurs avaient été en habit avec la quichenotte. C'était vraiment les charentaises d'autrefois. Eh bien, avant fusionné en 70 avec les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, qui avait donc plus d'établissements scolaires au-delà de la région. Et cette fusion donc va entraîner 2 ans plus tard la fusion, cette fois-ci, de cet établissement, Saint-André, avec Saint-Paul. Et ce qui était dévolu pour les filles, il y avait un internat donc de jeunes filles ici jusqu'à la terminale, puisque les cours étaient donnés à la terminale ici. C'était un pensionnat. Beaucoup d'angoumoisines ont fréquenté, eh bien, est devenue donc l'école primaire de Saint-Paul à l'initiative du chanoine Coudreau, qui a donc mené à bien cette fusion donc lorsqu'il était supérieur de Saint-Paul. Très bien, alors ça nous conduit directement à passer la parole à Madame Antoine pour qu'elle nous dise
On la remercie encore une fois de nous accueillir ici. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Et puis nous dire aujourd'hui, vous êtes là, vous, depuis 10 ans, je 12 crois. ans. 12 ans. Eh bien, ce que vous avez découvert et comment a évolué cette école et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis peut-être son avenir également. Oui. Alors, depuis 12 ans, nous avons fait beaucoup de travaux, mais notamment cette magnifique maternelle, puisque nous avons, en 2013, réhabilité ce bâtiment, qui est un bâtiment historique. Donc, vous parliez aussi de la Notre-Dame-des-Anges. Voilà, il me tenait à cœur qu'elle reste bien sur la façade. Tout à l'heure, si on peut, on va descendre au dortoir sur la Oui, parce que la salle voûtée du Palais Taillefer dont on parlait tout à l'heure, c'est devenu un dortoir pour les enfants. Voilà. Donc, une maternelle qui a 4 classes, et puis, donc, de l'autre côté, l'école primaire qui comporte 10 classes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 364 élèves. Il y a 17 enseignants et puis 7 personnels éducatifs. Voilà. Alors, quand on s'inscrit à Saint-Paul, on peut venir à Saint-André, entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent et qui ont connu les lieux avant. Absolument. Et d'ailleurs, on appelle toujours cette école, les anciens l'appellent toujours Saint-André ou le Petit Saint-Paul. Voilà. Mais je pense que cette école a gardé une âme. Voilà, que tous ceux qui viennent ici, sincèrement, ils ont du mal à repartir. On fait sa scolarité et puis on la termine. On est enseignant ici, on part quand on est à la retraite. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une osmose entre les enseignants, les familles, parce que pour nous, cet accueil des familles est fondamental. D'ailleurs, quel que soit, ici, on accueille les enfants, quelle que soit leur croyance. L'important pour nous, Saint-Paul d'aujourd'hui, c'est de leur apprendre à vivre ensemble. Voilà. Et je dirais tout simplement, quelle que soit leur croyance, on leur apprend à vivre en chrétien. Et quand on me dit, mais ça veut dire quoi vivre en chrétien si t'es musulman? Ou voilà, c'est juste savoir se pardonner, savoir s'écouter et être dans la bienveillance. C'est ça l'âme de Saint-Paul. Alors, on pourrait peut-être parler du projet pédagogique. Je pense que vous venez d'en parler là avec ce que vous dites, mais est-ce que je sais que les écoles catholiques ont toutes des projets pédagogiques? Oui, des projets pédagogiques, certes, bien sûr, dans toutes les classes, mais nous sommes toujours restés, je dirais, dans les apprentissages fondamentaux, notamment en CP. On a lutté un petit peu contre toutes les réformes de la lecture, etc. On est toujours resté dans les méthodes qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, quand le ministre nous dit qu'il faut faire des dictées tous les jours, etc., mais nous, ça fait des années qu'on le fait. Voilà. On a toujours gardé ce qui était important pour les enfants. Voilà. Et parallèlement à ça, on développe beaucoup le sport. On a un partenariat avec le club de foot d'Angoulême, avec le théâtre d'Angoulême, avec l'école de danse de Philippe Moreau. Il y a de multiples projets après dans chaque classe pour développer tout ce qui est multiculturel. Bien. Est-ce qu'on peut déambuler? Alors, je le disais tout à l'heure, on part devant ce donjon, ex-donjon Taillefer, la cour des maternelles qui est joliment ornée au sol pour que les enfants puissent jouer. On passe dans une autre partie de bâtiment et on va prendre un couloir sur notre gauche, non? Alors, ce qu'on va peut-être faire, avant de descendre au dortoir, je voudrais quand même vous montrer la dernière classe de grande section de maternelle, parce que l'architecte nous a gardé vraiment l'origine du toit. Et c'est magnifique. Alors, allons-y. On a encore 2-3 minutes d'émission. Donc, on gravit l'escalier en fer qui permet d'arriver. Alors là aussi, c'est plus des courtines, Laurent Morin. C'est presque des courtines. Là, on voit bien, là, ces passages surélevés. L'architecte a réussi à nous conserver tous les murs. Alors oui, tous les murs sont en pierre apparente. Et là, on pénètre dans les bâtiments qui sont très joliment ornés de choses des enfants. Il y a l'ascenseur, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Tout est modernisé pour pouvoir accueillir des enfants aussi en situation de handicap. C'est comme pour la dictée, on reste classique, mais dans la modernité. Exactement, voilà. Alors, vous vouliez nous montrer quoi, Madame Antoine? Voilà. Les murs médiévaux. Et là, l'accès, c'est rue Taillefer. Oui, voilà. Donc la classe est à l'autre étage. Alors, on va encore grimper un étage. Voilà, pour... Alors, il y a des puits de lumière partout. C'est extrêmement lumineux. Alors, comme tous ces bâtiments qui sont anciens, eh bien, évidemment, il faut faire avec l'architecture d'une époque et la rendre moderne.
Voilà, alors là, on ne va pas filmer les enfants, parce que, voilà, mais bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà, je suis particulièrement fière de cette classe-là et de la restauration de ce bâtiment et des fenêtres en ogive qui ont été conservées. C'est là où nous étions tout à l'heure, Laurent. Quand on était à l'extérieur, on voyait les fenêtres en ogive. Voilà, la fenêtre du XIIIe siècle. On voit cette partie-là a dû être ajoutée à la base plus ancienne, à mon avis, latérale du XIIe, qui est ici à notre gauche. Alors, puisqu'on est là, un peu comme on a... Bonjour les enfants. Comme on a commencé l'émission. Bonjour. L'avenir. L'avenir de Saint-Paul ? Oui. Alors, l'avenir de Saint-Paul... Il est là, à nos pieds. Il y a tous les enfants qui sont là. Oui. On ne peut pas les écoutez, filmer. Moi, je vais quitter la direction à la fin de l'année parce que je vais prendre ma retraite. Mais je pense que le prochain chef d'établissement ira dans la même lignée, donc de cette ouverture aux familles, de cette bienveillance envers tout le monde. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil et à vous tous et toutes qui êtes là autour de nous. Père Laurent Morin, merci aussi de nous avoir fait voyager dans le temps et on voit qu'il y a toujours une dynamique dans cet endroit. C'était aussi un voyage pour moi-même puisque je me souviens d'avoir été élève dans ces murs il y a 50 ans, donc c'était très émouvant. Mais du coup, vous avez pris un coup de jeune en venant ici. Bon, merci de nous avoir suivis dans Direct de chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission dans Direct de chez vous.